pendant le dépouillement, il y avait le chef de quartier qui nous disait ceci. Même avant le jour du vote, il disait dans tous les bureaux de vote de mon quartier, je veux que le oui gagne par tous les bureaux de vote, par tous les moyens que vous allez faire, il faut faire pour que le oui gagne. C'est le chef de quartier qui vous disait ça? Oui, c'est le chef de quartier qui nous avait dit ça. Qu'il faut que le oui gagne. Oui, il faut que le oui gagne. C'est le chef de quartier qui nous avait dit ça. Dans tous les centres de vote de son quartier. De son quartier, il faut que le oui gagne pour ne pas qu'il perde son poste. D'accord. Chers frères et sœurs, la première question qu'il faut se poser, plutôt par rapport au référendum du CNRD, c'est qui a fait le recensement? Quand je pose la question qui a fait le recensement, vous allez répondre c'est Digitalis. N'est-ce pas? Une société qui s'appelle Digitalis, qui a fait le recensement sous le contrôle du ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation de Diankana Moussa, du ministre Ibrahima Khalil Condé, alias Diankana Moussa. Alors, si c'est Digitalis, ou du moins la première partie de cette question, qui a fait le recensement? Sur quelle base le recensement a été fait? Avec quelle garantie de fiabilité et de transparence? L'opérateur de saisie qu'on appelle Digitalis, comment cette société a été sélectionnée? Sur quelle base? D'accord? Quelles sont les conditionnalités qui ont prévalu au choix de Digitalis? Quel a été le coût de cette opération de recensement? Pour quelle fiabilité? Quelle garantie de transparence, d'audit du fichier qui est établi, de la conformité avec les normes, mais aussi l'expérience de cette société en matière d'établissement du fichier électoral? On se pose ces questions. Au-delà de ces premières questions, vous le savez, au même titre que moi, que le CNRD, à travers son CNT de Dansa Kourma, que vous connaissez, a élaboré une loi qui a été par la suite promulguée par un décret. Cette loi, c'est la loi L012 portant fixation des modalités d'organisation du référendum. Et si ce que je vous dis là, la loi elle est disponible, hein, vous pouvez chercher. Nous tenons compte, si nous tenons compte donc des dispositions de cette loi et qu'on les transpose sur le terrain par rapport à la réalité des faits, vous allez vous rendre compte que ce processus référendaire a été biaisé d'amont en aval. Qu'il y a eu plusieurs irrégularités, plusieurs violations des dispositions de la loi qui régit, ou qui encadre, ou qui fixe, ou qui détermine, si vous voulez tout ça, les modalités de l'organisation d'un scrutin référendaire, selon justement le CNRD. Il est dit en premier lieu, notamment à l'article 7, si on ouvre cette loi, vous pouvez lire, tous les citoyens guinéens, tous ceux qui disposent de la nationalité guinéenne, ont le droit de se faire recenser. Mais laissez-moi revenir sur le contenu de la loi pour vous la lire exactement mot pour mot. L'article 7 de l'empêchement au droit d'inscription sur la liste électorale. Pourquoi je m'intéresse à cette partie, vous allez comprendre. Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale les personnes A. Ne disposant pas de la nationalité guinéenne. B. Condamnées pour crime ou délit infamant. C.
déclarés déchus de leurs droits civiques par des juridictions guinéennes ou par décision rendue à l'étranger et exécutoire en République de Guinée. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plus d'une fois sur une même liste. Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales par procuration. C'est le CNRD qui dit, hein, c'est leur loi. Maintenant, puisqu'ils disent que pour ne pas être inscrit sur la liste électorale, il faut avoir été déchu, n'est-ce pas, de ses droits civiques sur décision d'une juridiction nationale ou supranationale. De vous à moi, je pose la question. Lorsque le CNRD a ordonné de refuser, par exemple, au président de l'UFDG de se faire recenser à Abidjan, malgré la disponibilité de toutes les pièces qui étaient exigées, où était cette loi? Le CNRD, avec cette décision d'interdiction à M. Cellou Dalein Diallo de se faire recenser, était en conformité avec sa propre loi ou en violation flagrante des dispositions de ses propres lois. L'article 7, c'est la loi. En fait, c'est pourquoi, je le dis, il ne restait à rien, il ne servait à rien plutôt d'aller à ce référendum, parce que le CNRD, du début jusqu'à maintenant, d'amont en aval, de fond en comble, ne fait que violer systématiquement ses propres engagements. Je ne vais pas rentrer dans la charte de la transition aujourd'hui. Les dispositions qui ont été violées, c'est connu. Je me concentre, n'est-ce pas, sur les dispositions de la loi portant fixation des modalités, comment dirais-je, les modalités d'organisation du référendum. Et puisque Cellou Dalein Diallo n'est pour le moment ni condamné, ni déchu de ses droits civiques, pour quelle raison, sur quelle base, en quoi le CNRD a empêché qu'il se fasse enrôler sur la liste électorale? Ça, c'est une violation grave qu'il faut faire remarquer du point de vue droit. La seconde question, les listes électorales ont-elles été affichées? Si c'est le cas, où et quand? Parce que la loi dit que les listes électorales devraient être affichées. Si elles ont été affichées, c'était où, dans quel endroit précisément elles ont été affichées, et quand est-ce que ces listes ont été affichées? Et par-delà, l'autre question que l'on pose, les cartes d'électeurs qui comportaient des erreurs ou des irrégularités notoires, notamment sur certaines cartes, comme vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux, à la place des noms et prénoms, vous allez voir Conakry, lieu de naissance, vous allez voir dispensaire, vous allez voir hôpital, vous allez voir sous le manguier. Eh bien, il y a eu assez d'irrégularités dans la prise des données alphanumériques, des données biométriques donc. Assez d'irrégularités. Assez d'irrégularités. Alors, on pose la question, quand est-ce que ils ont procédé à la correction de ces erreurs? Quand est-ce qu'ils ont procédé à la révision des listes électorales pour prendre en compte les différentes irrégularités que comportaient plusieurs cartes d'électeurs? Plusieurs cartes d'électeurs. Il y en a qui ont eu pour date de naissance 1900, avant même la Première Guerre mondiale, hein, 1900, ou après la Première Guerre mondiale, de 1912 comme ça, voilà, si je ne me trompe, j'ai vu sur une carte comme ça, je crois 1912. Ces personnes sont encore vivantes. On se pose la question, il y a eu assez d'irrégularités. Quand est-ce que ces irrégularités ont été corrigées par la direction des élections? C'est l'autre question.
Parce que tout simplement, si nous prenons les dispositions de l'article 10, qui stipule dans l'article 10 au point, je vais chercher, il est dit, c'est effectivement l'article 10, il a dit que les opérations du référendum constitutionnel sont organisées et exécutées par le ministère en charge de l'administration du territoire à travers la direction générale des élections. À ce titre, le ministère est chargé, donc selon les prérogatives du ministère, ça c'est élaboré, et il est dit quelque part, il a dit que le ministère devrait élaborer le code, d'élaborer et de vulgariser le code de bonne conduite et des règles de déontologie applicables au référendum. Ce code a-t-il été publié? Quand? Parce qu'on n'en a pas vu. Ce code déontologique, donc, est-ce qu'il a été publié par le MATD? Et quand est-ce que ça a été fait? On pose cette question. Nous allons continuer. C'est toujours là. Les autres attributions, non, c'est pas ça. Donc, on va continuer sur... on continue. On dit donc, sur la distribution des cartes d'électeurs. Sur la distribution des cartes d'électeurs. Vous êtes d'accord qu'à plusieurs endroits, dans plusieurs localités, il y a eu des centaines, voire des milliers de cartes d'électeurs qui n'ont pas été récupérées. Et sur cette distribution donc, quelles ont été les commissions qui ont été mises en place par le MATD pour la distribution des cartes d'électeurs? Quelles sont les commissions mises en place à cet effet? Et quel a été le rapport de cette distribution des cartes d'électeurs? Quel a été le rapport? Combien de cartes d'électeurs ont été effectivement récupérées par les populations? Et combien de cartes d'électeurs n'ont pas été récupérées par les ayants droit? Selon les différentes circonscriptions électorales. Il n'y a eu aucune communication là-dessus. Si ce n'est pas vrai, dites-moi que ce n'est pas vrai. Nous allons continuer. Parce qu'on ne connaît pas à date quel a été le nombre de cartes d'électeurs récupérées et quel a été le nombre de cartes d'électeurs non récupérées qui se trouvent être détenues par les chefs de quartier, les chefs de secteur, etc., etc. Je vais parler notamment du cas des universités et institutions et instituts d'enseignement supérieur. Vous le savez très bien, il y a des étudiants qui sont sur ma page, peut-être si ce n'est pas vrai, vous allez me démentir aussi, publiquement. Le recensement a eu lieu pendant les cours. Vous avez été recensé au moment des cours. Vos cartes d'électeurs sont venues pendant que vous étiez déjà en vacances. Selon les témoignages, selon les informations que j'ai reçues de part et d'autre, les cartes d'électeurs des étudiants sont détenues dans les universités. Et ils sont des milliers. Par exemple, Cancan, c'est des milliers d'étudiants. À l'université Julius Nyerere de Cancan, à l'université Gamal, c'est des milliers. À l'université de Somfonia, Général Lansana Conté de Somfonia, c'est des milliers. À l'ISEG, c'est des milliers. À l'ISIC de Kuntia, c'est des milliers. À l'Institut ou à l'école du tourisme de Kobaya, c'est des milliers. N'est-ce pas? À Dubreka, l'ISAC de Dubreka, c'est des milliers. À Farana, c'est des milliers. Nzerekore, Dalaba, Labé, Boké, Mamou, Kindia. D'accord? Dans toutes ces villes, les étudiants ont été recensés au moment des cours. Maintenant, les cartes d'électeurs sont arrivées et la plupart, comme on le sait, il y en a qui sont... La majorité des étudiants d'ailleurs ne sont pas orientés dans leur ville de résidence. Et donc, ces milliers de cartes d'électeurs appartenant aux étudiants restent pour le moment détenus. Ceux-ci ne sont pas entrés en possession de leur carte d'électeur. Donc, ils n'ont pas voté, on suppose.
Et ce sont des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'étudiants à travers le pays. Nous allons continuer. Venons-en au déroulement du référendum. Ça, c'était le processus pré-référendum. Avant, donc, le référendum. Maintenant, pendant le référendum, ou toujours dans le cadre de cette période de pré-référendum, la loi détermine quand est-ce que la campagne référendaire doit commencer. Mais vous avez remarqué que la campagne a commencé avant le délai que la loi détermine, que la loi fixe pour le démarrage, n'est-ce pas, des campagnes référendaires. L'article 17 de cette même loi. Nous allons lire cette disposition qui dit de l'ouverture de la campagne, de l'ouverture et de la clôture de la campagne référendaire. La campagne pour le référendum constitutionnel est ouverte 21 jours avant la date du scrutin. Elle est close 48 heures avant la date du scrutin. Si c'est faux, dites-moi que c'est faux, démentez, hein, et puis je vais ouvrir l'antenne, je vais vous passer la parole tout à l'heure. Si ce que j'avance se trouve être faux ou vrai, donc je suis pour la contradiction, mais sur la base des faits. J'ai la loi devant moi. La loi dit que la campagne devrait être ouverte 21 jours avant le scrutin et clôturée 48 heures avant le scrutin. La campagne a commencé avant ce délai-là. Et pour preuve, la Direction générale des élections a fait un communiqué pour annoncer que le délai d'ouverture de la campagne référendaire n'était pas encore arrivé et que tous ceux et toutes celles qui avaient entamé la campagne sur le terrain de surseoir immédiatement. Vous avez vu cela. Ce communiqué est venu après que presque toute l'administration avait défilé dans toutes les villes et villages dans le cadre de cette campagne. Donc la campagne a commencé avant le délai fixé par la loi. Une autre violation. Les faits sont là parce que le communiqué de la Direction générale des élections est une illustration parfaite de cette violation de la loi sur l'organisation du référendum. Nous allons continuer. Et au cours du référendum, vous avez remarqué à tous les niveaux que l'administration centrale qui était en train de battre campagne, au lieu, comme le stipule la loi, de procéder à la vulgarisation du projet de constitution auprès des populations dans les différentes langues nationales, c'était plutôt, en lieu et place de cette vulgarisation, c'était plutôt la campagne pour le oui avec les effigies du président de la transition. Comme si le projet de constitution était une propriété exclusive du président de la transition. Alors qu'on parle de la loi suprême qui est censée gouverner ou qui est censée définir les grands axes du fonctionnement de notre État. Mais partout, c'est l'image du président. Comme si c'était une constitution personnelle, alors que la loi est impersonnelle. Surtout, une constitution, elle est impersonnelle. Mais puisque il est difficile de maquiller des volontés incongrues, des volontés absurdes, de maquiller la manipulation, la volonté qui a motivé le CNRD à élaborer une constitution sur mesure selon sa propre volonté, cette volonté n'a pas pu être maquillée sur le terrain parce que à tous les niveaux, dans toutes les villes, dans tous les villages,
c'est au nom du président que la campagne a été menée. C'est avec les images du président que la campagne a été menée. Comme pour dire, vous votez pour la nouvelle constitution, vous avez voté pour Mamadi Doumbouya. Alors que la nouvelle constitution ne devrait pas, en principe, être à l'image de Mamadi Doumbouya, ni incarner la volonté de Mamadi Doumbouya, mais plutôt la volonté souveraine du peuple de Guinée. Et il est dit que la campagne devrait être clôturée 48 heures avant le scrutin, à Kankan. Vous avez des gens à Kankan, vous savez très bien que ils ont suspendu le RPG, ils ont suspendu l'UFDG. Mais vous avez des gens fourbes, des manipulateurs à Kankan, qui, au nom du RPG, jusqu'à moins 24 heures du scrutin, qui étaient en train de mener des campagnes, ou la campagne, dans les villages environnants de la préfecture de Kankan, qui menaient des campagnes jusqu'à moins 24 heures du scrutin. Et au nom de quel parti? Au nom du RPG Arc-en-Ciel, le parti que le CNRD a suspendu. Et ces gens-là sont également exclus de toutes les instances, de toutes les structures du RPG Arc-en-Ciel. Malgré cela, ils ont fait dans la fourberie pour battre campagne en faveur du oui, au nom du RPG Arc-en-Ciel, au sein des communautés villageoises dans la préfecture de Kankan. Qu'est-ce que cela veut dire? Et au vu et au su de toutes les autorités locales, tout le monde le sait. Nous allons passer là-dessus. Ce qui est aussi une violation flagrante des lois de la République. Sur l'installation ou sur la mise en place de l'ONASUR, l'Observatoire national qui était censé superviser, chargé donc de la supervision du référendum, a été mis en place, cet organe, à 48 heures du jour du scrutin. À 48 heures du scrutin. L'observatoire là a été mis en place. Quelqu'un me demande qui menait la campagne à Kankan. On me parle notamment de M. Talibi Dabo. Les preuves existent, j'ai vu les images. D'accord? Au-delà, l'ONASUR qui devrait être mis en place pour d'abord travailler sur l'établissement du fichier électoral, pour donc auditer en quelque sorte, ou en tout cas porter un droit de regard sur les listes électorales qui étaient censées, n'est-ce pas, contrôler également les opérations de distribution des cartes d'électeurs, qui étaient censées être associées à la mise en place des différents bureaux de vote, qui était censé, n'est-ce pas, évaluer les équipements électoraux, qui était censé, en tout cas, évaluer, porter le regard, certifier, n'est-ce pas, la qualité des équipements, mais aussi et surtout le caractère transparent et crédible du scrutin référendaire. Cette structure a été mise en place à 48 heures du vote. Et après, quand j'ai posé la question, il y a un membre d'une CACV, d'une commission administrative de centralisation des votes, qui m'a clairement indiqué qu'au cours de la formation des membres des CACV, qu'il leur a été dit que cette commission ou cet organe qu'on appelle le NASUR n'était pas censé mener une observation sur le terrain. Figurez-vous, une structure installée à 48 heures du vote, comment cette structure pouvait mettre en place ces différents démembrements dans les communes, n'est-ce pas, dans les communes, dans les préfectures, dans les représentations diplomatiques,
à travers le monde en 48 heures et obtenir le visa, par exemple, pour les personnes qui étaient censées les représenter. Composer cette liste de membres et former les membres justement de cet observatoire. Rien de tout cela. 48 heures avant le vote. Or, l'article 12, selon les prérogatives, assigné donc à cette structure qu'elle était, elle devrait être, on dit, l'UNASUR est composé de 11 membres, hommes et femmes, de nationalité guinéenne, choisis en raison de leur expérience en matière électorale et de leur probité morale. Ils sont désignés comme suit. 3 personnalités choisies par le président de la transition, qu'ils ont dit président de la République, président de la transition, parce que c'est aussi de la fourberie. La charte de la transition, sur la base de laquelle le président Mamadi Doumbouya a prêté serment, notamment en son article 46, il a prononcé le serment qui est écrit noir sur blanc. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition. Maintenant, si, je ne sais pas, et devant la Cour suprême, vous avez réussi par complaisance, par la malhonnêteté de certains intellectuels, par le manque de probité, d'intégrité, et surtout, n'est-ce pas, du sens élevé de responsabilité de certains acteurs, de certains intellectuels guinéens, qui sont en tout cas dépouillés de toutes les valeurs morales et qui sont prêts à fabriquer des démons, qui sont prêts à fabriquer des dictateurs, qui sont prêts à transformer les présidents, n'est-ce pas, en des dieux ou en des hommes providentiels. Il y en a de ces personnes en Guinée, c'est leur spécialité. La malhonnêteté est dans leur veine. La malhonnêteté se trouve jusque dans les os, jusqu'au niveau de la moelle épinière. Ils sont prêts à tout et à tout dans l'indignité, dans la cupidité, dans la malhonnêteté, à faire dérouter tous les présidents, pourvu qu'eux, ils puissent gagner des privilèges, se remplir le ventre, être donc dans les grâces du pouvoir. Peu importe les conséquences pour le pays, ils s'en foutent éperdument. Du référendum, de veiller à la mise en place à temps, n'est-ce pas, du matériel de vote et des documents relatifs au référendum, de superviser les opérations de vote et de centralisation des résultats, de suivre la transmission des procès-verbaux et du scrutin référendaire à la Cour suprême, de procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, d'élaborer son rapport général d'activité et de transmettre aux autorités compétentes. D'accord? Rien de tout cela n'a été fait. On va passer là-dessus. Mais il a dit que c'est les personnalités qui devraient composer cet organe devraient être choisies sur la base de leur probité morale. C'est ce qu'il a dit. De leur probité morale. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord? Et il a dit d'ailleurs, avant, j'ai sauté des parties, que la structure, l'UNASUR met en place des structures de supervision de référendum dans les préfectures, les communes de Conakry et les ambassades et consulats de la République de Guinée à l'étranger. La supervision de l'ensemble des opérations du référendum constitutionnel s'étend de l'inscription des électeurs sur les listes électorales à la proclamation des résultats définitifs. Et maintenant, le recensement a été fait, l'UNASUR n'était pas là. Les listes ont été publiées, cet organe n'était pas en place. Les cartes d'électeurs ont été distribuées, cet organe n'était pas en place. Le scrutin était à 48 heures du scrutin, l'organe a été mis en place. Qu'est-ce que cela veut dire? Posez-vous la question. Moi, je vous présente les faits. Vous vous posez des questions. Chacun est libre d'observer et de se poser aussi des questions au même titre que moi. Et sur la base toujours de la loi portant fixation des modalités d'organisation du référendum, comme je l'ai dit,
que les membres devraient être choisis sur la base de leur probité morale. Maintenant, si le président de l'organe, avant la mise en place de l'organe, a déjà battu campagne en faveur du oui à travers son parti, en l'occurrence, docteur Sékou Goureyssi Condé, au nom de son parti Arena, il a battu campagne en faveur du oui. Oui à la nouvelle constitution. Que ce soit lui qui dirige l'organe neutre, l'organe de supervision, qui est censé garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Si l'arbitre, avant le coup d'envoi du match, a déjà affiché publiquement son appartenance à une équipe, est-ce que cet arbitre mérite de chiffler ce match-là? Est-ce que cet arbitre mérite d'arbitrer, n'est-ce pas, entre ces deux équipes adverses? Ce n'est pas le cas. Malgré cela, c'est parti. On n'est pas revenu là-dessus. Eh bien, venons-en donc à la formation des membres des bureaux de vote. Les membres des bureaux de vote, la loi dit, en son article 25 d'abord, par rapport à la désignation, l'article 25 de la loi du CNRD. Je vais revenir là-dessus, l'article 25. Sur, on dit, du recrutement des membres du bureau de vote. Les membres du bureau de vote sont désignés sous la coordination des services compétents du ministère en charge de l'administration du territoire comme suit. Le président et le vice-président par le représentant du démembrement de la DGE, c'est-à-dire le directeur communal qui désigne, ou préfectoral en tout cas, qui désigne le président et le vice-président du bureau de vote, ou des bureaux de vote. Le secrétaire est désigné par le président de la délégation spéciale. Les deux assesseurs sont désignés par les chefs de quartier ou de district. Pour vous dire que c'était un scrutin qui était sous contrôle. Qui organise les élections? Le MAT, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est déjà pour le oui à la nouvelle constitution. D'accord? Et les démembrements de ce ministère-là, ce sont les gouvernorats, les préfectures et les communes, urbains et rurales. Et donc, si c'est ce ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui désigne les directeurs régionaux des élections, les directeurs préfectoraux des élections et les directeurs communaux des élections. Au même moment, sur l'ensemble du territoire national, tous les administrateurs, n'est-ce pas, sont des membres du CNRD parce qu'ils ont dit que l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont membres du CNRD. Donc, tous les préfets et gouverneurs qui sont des militaires et des sous-préfets sont tous membres du CNRD. Ce sont eux qui sont censés garantir l'organisation de ce scrutin. Et tous, déjà, ont affiché leur appartenance au oui, à travers donc les responsables à tous les niveaux, à travers l'administration centrale, qui les coiffent. Et si les directeurs communaux, préfectoraux qui relèvent de l'administration, qui désignent les présidents, les deux premiers responsables des bureaux de vote, les chefs de quartier qui ont été installés par le CNRD également, ce sont ces mêmes chefs de quartier et districts qui ont choisi les autres membres du bureau. Donc tout a été désigné, tout le monde a été désigné par le CNRD lui-même. Élection organisée par le CNRD, supervisée par le CNRD, gérée par le CNRD, contrôlée par le CNRD, tout d'amont à aval, à tous les niveaux, tout le processus a été exclusivement géré par le CNRD. Et il a dit, on va, sur la désignation justement de ces membres-là, comme je l'ai dit, l'article 25 a défini comment on devrait procéder à la désignation. Et de la notification de la liste des membres des bureaux de vote. On dit que les services compétents du ministère en charge de l'administration du territoire notifient aux intéressés 15 jours avant le scrutin la liste des membres désignés et procède plutôt à sa publication. C'est-à-dire les membres des bureaux de vote
devrait être désigné 15 jours avant le scrutin. 15 jours avant. Mais vous avez vu, j'ai fait un article là-dessus sur ma page Facebook. Jusqu'à la veille des élections, c'est-à-dire du référendum, c'est-à-dire la veille du référendum, la nuit du samedi à dimanche, jusqu'à 21h, 22h, 23h, à plusieurs endroits, les listes des membres des bureaux de vote n'étaient pas encore disponibles. À plusieurs endroits sur le territoire national. Alors que la loi dit que cette liste devrait être établie 15 jours avant le scrutin. Et j'ai reçu des appels, pendant même qu'il y avait des tractations au siège même de la commune, entre les chefs de quartier et les personnes qui ont été désignées, notamment dans la commune de Tombolia. Il y a eu des jeunes qui ont été désignés dans un premier temps par un premier directeur communal des élections, nommé par décret auprès de la commune de Tombolia, mais qui s'est vu muté, je ne sais sur quelle base, dans la préfecture de Dalaba, et remplacé par quelqu'un d'autre. Donc la première liste que lui il a élaborée, son remplaçant est venu établir une nouvelle liste après lui. Et ces deux listes-là se sont confrontées sur le terrain. Les chefs de quartier qui faisaient des magouilles dans la désignation des gens sont venus avec ces noms-là. Il y a eu des personnes qui ont retrouvé leur nom comme président de bureau de vote, président de 2 bureaux de vote. Il y en a qui ont retrouvé leur nom comme président de 3 bureaux de vote, ou en tout cas des cas de doublons. Ils sont présidents d'un bureau de vote dans une école primaire X et président d'un autre bureau de vote dans une autre école Y. Tout cela s'est passé sur le terrain. Qu'il faut accorder du crédit à ce scrutin-là. Au-delà, la formation des membres, il y en a qui ont été formés 2 jours, 48 heures. Il y en a qui ont été formés un seul jour pour gérer les bureaux de vote. Et au cours des formations, ce qui m'a été remonté comme information, qu'il leur a été dit dans plusieurs localités que c'est le terrain qui commande, de ne pas tenir compte de ce qui est dit par la loi. C'est extraordinaire. De ne pas tenir compte de ce qui est dit par la loi. Et de jouer le jeu, que d'être dans l'esprit. Beaucoup de gens m'ont fait ce témoignage, qu'il leur a été dit d'être dans l'esprit. D'être dans l'esprit et que c'est le terrain qui commande. Beaucoup de gens m'ont fait ce témoignage. Beaucoup de gens m'ont fait ce témoignage. De ne pas tenir compte de ce qui est écrit, de ce que la loi dit. Et ça, ce sont des témoignages. Au-delà, avant d'arriver à la question pécuniaire par rapport aux primes de formation, aux primes des membres des bureaux de vote, les chefs de secteur, le jour du scrutin donc, les chefs de quartier et les chefs de secteur qui sont installés par le CNRD, selon nos informations, ont subi des pressions énormes qu'il faut à tout prix que le oui l'emporte. Gare à celui ou celle qui ne réussira pas à faire, n'est-ce pas, le maximum d'efforts pour que le oui l'emporte dans sa circonscription. Pour que le oui l'emporte dans sa circonscription. Beaucoup de gens. Et pour preuve, dans plusieurs localités, ces chefs de quartier et ces chefs de district, ces chefs de secteur, ont dépêché des personnes sur le terrain, devant les centres de vote, je ne dis pas les bureaux, devant les centres de vote, avec des spécimens, des bulletins à la main, donc des spécimens de bulletins à la main. Dès que les citoyens arrivent, ils leur indiquent la case qui était réservée pour le oui. Ils disent aux électeurs, c'est cette case-là qu'il faut cocher. Ces personnes-là ont été déployées sur le terrain dans plusieurs centres de vote et dans plusieurs localités à travers le pays. Pointés, les chefs secteurs, les chefs de quartier et district qui ont envoyé des gens devant les centres de vote pour, avec des spécimens à la main,
pour indiquer aux électeurs, donc la majorité est analphabète, que c'est la case du oui où il y avait le vert qu'il fallait cocher. Pour influencer donc le choix des électeurs. Ce qui est une irrégularité grave également pour la transparence et la crédibilité du vote. Les membres des bureaux de vote, comme je l'ai dit, qui ont été notifiés à la dernière minute, la liste des membres qui devraient être affichés, ça n'a pas été fait dans le temps. Les cas de doublons, je l'ai dit. Et dans plusieurs centres de vote également, selon les membres des bureaux de vote, il y avait 2 agents postés devant les bureaux de vote. 2 agents postés devant les bureaux de vote. Alors que la loi dit, sauf si il y a des irrégularités et que le président du bureau de vote fasse la réquisition, mais l'article 28 dit, l'article 28 de la loi dit que sans l'autorisation du président, aucun membre, aucune unité des forces de défense et de sécurité ne peut être placé devant un bureau, dans un bureau de vote, ni à ses abords immédiats, Maintenant, si on constate la présence des forces de défense et de sécurité devant les bureaux de vote, c'est aussi une violation de la loi, des dispositions de la loi. D'accord? Partagez le live et il y a beaucoup de saboteurs qui sont là. Il ne faut pas que notre live soit signalé. Et sur TikTok et sur Facebook. S'il vous plaît. Des fourmis qui se nourrissent des rejetons des tables des rois parce que tout simplement ils ont épousé la facilité en lieu et place de la dignité qui s'exprime par le travail. Travailler à la sueur de ses fronts pour se nourrir. Et malheureusement, ils se font appeler des pères de famille qui se font appeler éhontement des communicants du CNRD. Sans formation, sans bureau. Et il n'y a aucune loi qui les octroie cette fonction. C'est extraordinaire. La Guinée, non, c'est pas possible. Alors, on va continuer. Il est dit également que les dérogations devraient se limiter à 10 personnes par bureau de vote. Mais à plusieurs endroits, les membres des bureaux de vote savent que c'est aller au-delà, avec l'influence des chefs de quartier. D'accord? Et sur le dépouillement, il est dit qu'à la clôture du vote, les membres des bureaux de vote, les derniers électeurs qui sont là, les membres doivent choisir 4 personnes parmi ces électeurs. 4 personnes. L'article 36, je vais lire les dispositions. Il est dit du dépouillement. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents 4 spectateurs ou 4 scrutateurs plutôt. 4 scrutateurs au maximum, sachant lire et écrire le français et qui seront d'office retenus pour former avec le bureau de vote l'équipe de dépouillement. Eh bien, il est dit devant que le dépouillement de chaque bureau de vote se fera devant les scrutateurs et les observateurs présents. Et bien avant, il est dit que l'urne est ouverte. Les bulletins sont comptés et placés par centaines dans une enveloppe, dans une grande enveloppe dite enveloppe de centaines. Si le nombre, bon, tout ça, rien de tout ça n'est important, mais il est dit quelque part, je vais revenir sur cette disposition. Et donc, on dit les noms des observateurs sont communiqués par le ministère tant. Et plus loin, ce qui est dit, au niveau des décomptes plutôt, il est dit, les bulletins sont retirés un à un de l'enveloppe de centaines. Dans chaque groupe, l'un des scrutateurs
déplie le bulletin et le passe à un autre, celui-ci le lit à haute voix. L'un des scrutateurs ouvre le bulletin, il passe à son second, le second fait la lecture à haute voix. Mais on a vu des vidéos où ce sont les présidents des bureaux de vote qui déplient les bulletins et qui font la lecture, qui disent oui, oui, c'est-à-dire une lecture personnelle. Ce sont eux qui voient la face du bulletin où les électeurs ont apposé, n'est-ce pas, leur signature ou leur vote, leur empreinte. On a vu des vidéos, vous avez vu des vidéos sur la toile. Ça aussi c'est une irrégularité notoire. Et il est dit dans la même loi qu'après le dépouillement, après l'établissement des procès-verbaux, c'est le président et ses deux assesseurs qui doivent accompagner les procès-verbaux, selon la loi. L'article 39. On dit de la compilation, tant. Dans chaque bureau de vote, les résultats issus des dépouillements font l'objet d'un procès-verbal et d'une fiche récapitulative des résultats rédigés à l'encre indélébile. Ces deux documents sont pré-imprimés. Le procès-verbal de dépouillement et la fiche de récapitulation et la fiche récapitulative des résultats plutôt sont établis en plusieurs exemplaires tels que définis par un arrêté du ministre chargé de l'administration du territoire. Tous les exemplaires sont signés par les membres du bureau de vote immédiatement après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats. Immédiatement après le dépouillement et dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public par le président du bureau de vote et affiché visiblement par ses soins devant le bureau de vote. Ce résultat est provisoire. Et il est dit dans le traitement, à l'article 40, après, à la fin des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote, accompagné des deux assesseurs, transmet immédiatement dans une enveloppe scellée 2 exemplaires du procès-verbal et de la fiche récapitulative des résultats respectivement au service déconcentré compétent du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Rien de tout cela n'a été respecté. Ce sont les présidents, donc désignés par les directeurs communaux des élections, les vice-présidents désignés par les directeurs communaux des élections à plusieurs endroits qui ont accompagné les procès-verbaux et non avec les assesseurs. Et je vais vous dire, après le vote, jusqu'à 22 h, jusqu'à 23 h, jusqu'à 0 h par endroit, certains n'avaient pas reçu, n'est-ce pas, les procès-verbaux. Dans plusieurs localités. Et dans d'autres localités également, les présidents et les vice-présidents des bureaux de vote ont passé la nuit avec leurs résultats, notamment en Zérekoré. Ils sont allés à la mairie jusqu'à 1 h du matin. Il y avait un monde fou. Il y avait une pagaille qui ne disait pas le nom. Beaucoup ont décidé de rentrer à la maison avec leurs procès-verbaux. Et c'est le lendemain, 9 h pour certains, midi pour d'autres, 14 h pour d'autres également, que les procès-verbaux ont été remontés. Mais ces mêmes informations nous font croire que le vote n'était qu'une formalité. Que le vote n'était qu'une formalité, mais que les procès-verbaux auraient été établis d'avance pour faire passer pour plébisciter le oui dans toutes les circonscriptions électorales. Le 16 septembre, malheureusement, je suis en live sur ce téléphone-là, le 16 septembre 2025, j'ai reçu un message qui me dit que cette élection n'est qu'une question de formalité, que le CNRD, par le soin donc des acteurs du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation,
aurait déjà procédé, n'est-ce pas, à l'établissement d'un plan machiavélique, d'un plan, d'une mascarade électorale qui ne disait pas le nom, que le nombre de voix qui devrait être attribué au oui était déjà défini, le nombre de voix attribuées au non aurait été déjà défini, que le nombre de bulletins nuls également aurait été préétabli bien avant le scrutin. Mais sur la foi des témoignages qui m'ont été faits aujourd'hui, certains m'ont confirmé le temps pour eux de déposer leurs procès-verbaux, le temps pour ces CACV, n'est-ce pas, de compiler tous ces résultats des différents procès-verbaux, des différents bureaux de vote sur l'ensemble du territoire, ou en tout cas dans toutes les localités de leur circonscription électorale, cela demandait suffisamment de temps. Mais très malheureusement, des résultats ont été déposés à 14 h par endroit, et la nuit à 20 h, ces résultats-là ont été présentés à la RTG par la Direction Générale des Élections. La Guinée, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, les copies des procès-verbaux, les résultats devraient être affichés devant les bureaux de vote. Dites-moi, est-ce que les résultats sont affichés devant les bureaux de vote? Et par endroit, ce sont les chefs de quartier qui ont déposé les procès-verbaux en lieu et place des présidents. Par endroit, certains chefs de quartier peuvent geler également, en tout cas, les responsables communaux des élections dans certaines localités ont joué leur rôle, parce que quand les chefs de quartier les ont déposé les procès-verbaux, ils les ont refoulés. Ces chefs de quartier étaient obligés de rappeler les présidents des bureaux de vote, leur demander de venir récupérer les procès-verbaux et déposer par eux-mêmes. Et la Guinée. Alors, on va quitter. Là maintenant, on vient sur les quelques témoignages. On ne va pas rentrer dans tout, mais vous allez comprendre à quel point ce scrutin est entaché d'irrégularité, si fait que j'ai titré comme ça, vote ou mirage. Parce que la question a tout son sens. Je vais revenir sur les témoignages. Quelques témoignages, donc. Et après, on m'a envoyé des images. Donc, les manifestations par rapport aux primes, on va en venir, on va en venir. Les primes, tellement que la malhonnêteté est désormais dans l'ADN du Guinéen. Je me pose, où allons-nous? Où allons-nous? Que devient notre société? L'argent qui est destiné aux jeunes gens qui ont été formés pour être membres des bureaux de vote, par malhonnêteté, cet argent a été détourné encore. Par endroit, on donne 50 000, par endroit, on donne 70 000, par endroit, on donne 100 000, par endroit, on donne 150 000, par endroit, on donne 200 000, par endroit, on donne 250 000, par endroit, on donne 300 000, 400 000, jusqu'à 600 000, voire même 1 million. On va revenir sur ça. Aujourd'hui, par exemple, vous avez vu la manifestation à la commune de Matoto pour cette histoire d'argent. Et ils m'ont dit que le directeur communal des élections de Matoto a été pris par les agents de force. Les membres des bureaux de vote réclament le reste de leurs primes. Ils les ont donné 300 000, qu'ils ont donné plutôt 300 000 au président, 250 000 au secrétaire et au vice-président, 200 000 aux assesseurs. Alors que normalement, que tout le monde, que chacun devrait avoir le double de ce qu'il a reçu. Donc, ceux qui ont reçu 300 000 devraient recevoir 600 000. Ceux qui ont reçu 250 000 devraient recevoir 500 000. Ceux qui ont reçu 200 000 devraient recevoir 400 000. Mais tellement que Dieu a... Je ne sais pas quoi dire. Notre société est devenue une société immorale. Tellement que la malhonnêteté, l'immoralité, l'incongruité, la fourberie, l'incrédulité a gagné du terrain, ou en tout cas s'est emparé de la vie des Guinéens,
Plus personne n'a peur du péché, plus personne ne veut agir avec probité, avec intégrité, avec responsabilité. Plus personne n'a peur du péché de l'autre. Plus personne, à tous les niveaux, quand il y a une occasion de frauder, on fraude. Quand il y a une occasion de voler, on vole. Quand il y a une occasion de détourner, on détourne. Quand il y a une occasion de... Où allons-nous? Où allons-nous avec ça? Plus personne ne peut ou ne veut faire vraiment dans le sens de la bonté, de la loi, de ce qui est recommandé. Plus personne ne veut le faire. Plus personne. On donne de l'argent aux jeunes gens pour leur travail. Ils ont passé les 2 jours de formation sans manger ni boire. L'argent qui leur a été destiné pour ça, vous avez détourné cet argent-là. Le jour du vote, du matin au soir, ils sont restés dans les bureaux de vote, sans repas, sans eau, rien. Pendant toute une journée, l'argent qui devrait compenser leur effort, leur sueur, vous avez détourné ce montant-là encore pour assouvir vos sales besognes. Ceux-là qui se sont rendus coupables de cette pratique de malhonnêteté, de cette malhonnêteté, c'est à eux que je m'adresse. Je vais vous, par exemple, je viens en Zérékoré, avant de revenir à Conakry. C'est extraordinaire, hein? Les jeunes ont manifesté en Zérékoré aujourd'hui, tout comme ceux qui ont manifesté à Conakry, à Matoto notamment, pour réclamer le paiement de leur argent. Il y a eu des chefs de quartier qui ont appelé certains présidents des bureaux de vote pour leur dire « Bon, écoute, viens, je te donne 1 million, mais tu te tais et tu te barres. » Ceux-ci ont refusé. Finalement, ils sont allés manifester à la préfecture de Zérékoré. Il y a eu des négociations. Négociations, alors que les montants sont définis avant même le processus. Les montants de formation, les montants pour la journée électorale, tout est défini avant le vote. Tout est défini avant le vote. Mais je vais vous donner les différentes listes. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, région administrative de Zérékoré, préfecture de Zérékoré, direction préfectorale des élections, état de paiement de la formation des agents des bureaux de vote. Ils font une liste, numéro, prénom et nom, fonction, téléphone, transport. Transport, 50 000. On dit la formation, hein? Paiement de la formation. Transport, 50 000. Prime, scrutin, 500 000. Acheminement, 50 000. Ça, c'est pour les présidents des bureaux de vote. Montant total, 600 000. Pour les vice-présidents, transport, 50 000. Prime, scrutin, 400 000. Le tout, 450 000. Pour les secrétaires, transport, 50 000. Toujours 400 000 pour les primes. Les assesseurs, transport, 50 000. Prime pour le scrutin, 300 000. Ce qui fait 350 000. Maintenant, ils ont fait des listes comme ça. La première liste là, les jeunes ont refusé le montant. Quand les jeunes ont refusé le montant, ils ont fait une deuxième liste encore. Ils ont négocié avec les jeunes pour rehausser le montant. Tellement que c'est malhonnête. Ils ont rehaussé le montant. Encore deuxième liste. Ils ont dit transport 50 000. Attendez, ça c'est une répétition. Je viens sur la deuxième liste. Voilà. Ils ont dit encore... C'est extraordinaire. La Guinée. Voilà. Ils ont dit aux jeunes... Attendez, je me mélange dans les trucs là. Voilà. Les jeunes à qui ils avaient donné 600 000, les présidents des bureaux de vote, 450 000 pour les vice-présidents et secrétaires et les assesseurs, 350 000. Quand ils ont refusé, ils les ont suppliés encore de partir, de démarger d'abord la réception des premiers montants, donc des 600 000, les 450 000 et les 350 000. Dans la soirée d'aujourd'hui là également, le même jour là, ils ont fait venir ces mêmes jeunes pour émarger encore une autre fiche où ils ont dit reliquat formation 50 000. Reliquat formation 50 000. Pour tout le monde, 50 000, 50 000. Donc ceux qui ont eu 600 000, c'est maintenant 650. Ceux qui ont eu 500 000, 550. Ceux qui avaient
Initialement, il y a eu 450 000, ont eu 500 000, 350 000, ont eu 400 000. Quelle malhonnêteté! À Conakry, j'ai des enregistrements. On m'a appelé à Conakry dans plusieurs localités pour me faire écouter le brouhaha qui dominait, n'est-ce pas, cette histoire de prime au niveau des directions communales des élections. Quand il parle de 50 000, il vient derrière, il parle encore de 100 000, il supplie les jeunes, on donne 100 000 à certains, 70 000 à d'autres, sans même parler des observateurs du CNOX. Depuis combien de jours, eux, ils sont en train de réclamer leur argent. C'est pas possible. On va quitter là également. Trouver un autre témoignage. Un autre témoignage. On me dit, bonsoir monsieur, je tiens à vous informer d'un point important. On va encore venir accuser les étudiants alors que 90% d'entre eux n'ont pas reçu leur carte d'électeur. La raison est simple. Ils s'étaient fait recenser dans leur université avant de partir en vacances. Et jusqu'à présent, leurs cartes, ils sont toujours. Résultat, beaucoup n'ont pas pu voter. Il faut que cette situation soit prise en compte. Ça, j'ai vérifié après. Après, la personne, bon, je ne veux pas rentrer dans dit la majorité est en vacances. Je me suis renseigné, effectivement, à Boké, par exemple, à Kanka, c'est la même situation, et à Conakry, c'est la même chose qui m'a été confiée. On va au-delà. Quelqu'un d'autre m'a confié. Il a été superviseur des observateurs, un superviseur des observateurs, qui m'a dit ouvertement que le jour du scrutin, dans une ville, dans une localité, que certains bureaux de vote ont rempli leurs procès-verbaux à 15 heures de la journée, à 15 heures. Et j'ai écouté des enregistrements sonores qui certifient authentiquement la véracité des faits. J'ai écouté des conversations pour notamment 3 villes où des superviseurs ont réussi quand même à échanger avec certains observateurs ou même avec certains membres des bureaux de vote pour expliquer les injonctions, les irrégularités notoires, les bourrages ou en tout cas les pratiques qui entachaient systématiquement la régularité du scrutin à plusieurs endroits. Et quand je l'ai écouté, j'étais tombé des nues. Fermer des bureaux de vote à 15 heures de la journée et faire dresser le procès verbal. Et dans d'autres localités, le reste des bulletins, ils les ont tous marqués. Ils ont marqué, selon les témoignages, tous les bulletins restants dont les électeurs ne sont pas venus, parce que c'est des brochures. Les électeurs ne sont pas venus. Ils ont pris eux-mêmes les bulletins pour les remplir oui, dans plusieurs localités. J'ai eu ces témoignages également. Et l'autre témoignage, lui, il me dit, je ne serai pas long. Moi, j'étais le président d'un bureau de vote à Manéa, précisément à Kassonia. Je vais laisser le bureau de vote et tout ça là, les références. Le chef de quartier de cette localité et ses membres nous envoyaient des gens sortis de nulle part et qui ne devraient pas voter dans ce centre, dans ce centre de vote pour nous demander de leur faire voter en faveur du oui. Mais aussi, ils nous envoyaient des cartes d'électeurs des gens qui n'ont pas récupéré pour leur faire voter à l'absence des propriétaires. Pendant le dépouillement, ils se sont repartis dans des bureaux de vote, sous prétexte qu'ils sont des gens du pouvoir en place et que rien ne les arriverait par rapport à leur immixtion dans le processus du vote. Après donc les décomptes, ils nous obligeaient de remplacer les noms par les noms au oui à travers des spécimens restants, mais aussi de cocher dans la case du oui sur certains bulletins de vote dont les propriétaires n'ont rien coché et ont préféré mettre dans les urnes, donc des bulletins nuls, des bulletins blancs, qu'il fallait mettre le oui pour remplir tout cela en faveur donc du choix du pouvoir.
Ça, c'est un autre témoignage. Et tout ça, ce sont des témoignages anonymes. Ce n'est pas fini. Nous allons continuer. Avant de donner la parole à ceux qui ont accepté vraiment de monter dans le live. C'est pas lui. Je viens. Je recherche. Il y a eu énormément de témoignages. Et donc, je vais mettre... non, je laisse le vocal là. Voilà, j'ai donné ma parole de garder la confidentialité, de ne laisser apparaître aucun élément qui puisse permettre de les démasquer. Je respecte cet engagement. Et il me dit, il était 15 h quand je fus compte. Voilà, donc, j'ai les enregistrements avec moi, Dieu merci. Je les ai ici, pour preuve. Donc, je vais prendre un d'entre eux parce que c'est beaucoup. Ils disent presque les mêmes choses. Je ne vais pas répéter tous ces messages-là. Mais je vais prendre... je vais appeler quelqu'un ici qui a souhaité que je l'appelle par WhatsApp. Après lui, donc, on vient à vous, vous qui êtes dans le live. On vous fait monter pour vos témoignages tels que promis. Comment peut-on accorder du crédit à un tel scrutin? Comment? Partagez le live et likez pour ne pas qu'on nous signale. Il y a un qui devrait répondre à mon appel par WhatsApp. Mon frère, comment ça va? Comment ça va? Je suis en live maintenant là, tel que convenu, je vais très bien. Je veux vous mettre sur haut-parleur, mais vous n'avez pas à dire votre nom. Vous témoignez juste sur ce qui s'est passé. Vous ne dites pas votre nom, ni le quartier, ni le bureau de vote. Ok? Voilà, pour votre sécurité. Merci. Attendez, je vous mets sur haut-parleur. Vous dites? J'étais président d'un bureau de vote. Vous étiez président d'un bureau de vote, oui. Est-ce que vous l'entendez? S'il vous plaît, dites-moi si vous l'entendez. On continue, oui. Je vous entends. Oui, je parle des internautes. Ok. Oui. J'étais président d'un bureau de vote. Oui. Donc, la formation, on devrait à 120 000. Maintenant, le chef de carrefour, ce qu'il nous a envoyé pour signer, il a pris 120 000. 120 000. Mais il nous a remis 80 000. Donc, je lui ai posé la question, pourquoi on va signer là où c'est qu'il y a 120 000 et tu nous remets 80 000? Il dit que c'est comme ça, que c'est l'ordre qu'il a reçu. On a discuté un peu, mais comme tout le monde avait accepté, moi, je n'avais pas le choix. Donc, moi aussi, j'ai signé, on m'a donné les 80 000. Ok. Et en dehors de ça, comment le vote s'est déroulé? Oui. Puisque vous étiez président d'un bureau de vote, comment les choses se sont passées chez vous? Bon, les choses, au début, il y avait des manquements parce qu'il n'y avait pas tous les matériels qui étaient réunis. Il nous a fallu jusqu'à commencer à partir de 7h30, 40 pour commencer le vote. Et jusqu'au soir, à 20h, nous, on n'avait pas de procès-verbaux. C'est à 20h, le chef du quartier est parti à la commune prendre les procès-verbaux, nous envoyer. Et après? Et après? Et pendant le dépouillement, il y avait le chef de quartier qui nous disait ceci. Même avant le jour du vote, il disait, dans tous les bureaux de vote de mon quartier, je veux que le oui gagne par tous les bureaux de vote, par tous les moyens que vous allez faire, il faut faire pour que le oui gagne. C'est le chef de quartier qui vous disait ça? Oui, c'est le chef de quartier qui nous avait dit ça. Qu'il faut que le oui gagne. Oui, il faut que le oui gagne. C'est le chef de quartier qui nous avait dit ça. Dans tous les centres de vote de son quartier. De son quartier, il faut que le oui gagne pour ne pas qu'il perde son poste. D'accord. Et après? Voilà. Et après, au niveau, quand on a fini le vote, on a fermé, maintenant on voulait faire le dépouillement. Donc, ce qui était écrit, c'était 4 secrétaires qui devraient participer, mais nous, on n'a eu que 1. Donc, le chef de quartier a envoyé un de ses amis de rentrer dedans. Et dès que on compte un peu, lui il dit, quand on dit oui, on arrive à 10, lui il dit non, c'est pas à 10, nous sommes à 14 ou bien 15. Donc, au final, on a chamaillé là-bas
On a discuté, il y avait mes assesseurs qui n'étaient pas d'accord avec ça, qui étaient énervés, ils ont crié. Donc, j'ai appelé le président de la jeunesse qui était là-bas. Je lui ai expliqué le cas. Lui, il a calmé l'autre. J'ai calmé les assesseurs et le secrétaire. Donc, on a continué le document. Le monsieur, on l'a fait sortir au dehors. Vous l'avez fait sortir? Donc, nous, on a fait maintenant... Oui, on l'a fait sortir. L'ami du chef de quartier, là, je l'ai dit, s'il ne sort pas, nous, je ferme l'urne avec les scellés rouges qu'on nous avait remis. Et j'envoie le scellé... l'urne directement à la commune sans passer par le chef de quartier. Donc le président de la jeunesse, lui, il me dit c'est bon, il a appelé le chef de quartier et dit de son ami d'aller, donc il est sorti finalement de la salle. On a continué le document avec le président de la jeunesse et il y avait un monsieur là-bas. D'accord. Maintenant, c'est lui qui avait... Oui, le chef de quartier avait dit également qu'il envoie lui-même les procès-verbaux. Oui, les procès-verbaux, nous, quand on a fini le document, il n'y avait pas de procès-verbaux. C'est à 20h, il est parti chercher. Quand il a envoyé, on a rempli, on a fini tous les documents qui devraient être, les enveloppes qui devraient aller à la Cour suprême et au ministère de l'administration du territoire. Il dit que c'est lui en personne qui doit envoyer. On a dit non, à la formation, ils nous ont dit ça. C'est les présidents de chaque président de bureau de vote doit envoyer les procès-verbaux. Vous comprenez? Oui. Voilà. Quand je l'ai dit ça, il dit non, que c'est lui qui va envoyer. Il y a même monsieur aussi, lui, il a insisté. Le chef de quartier a crié. Comme il a crié, on lui a dit de laisser, lui, il va envoyer. Donc, le chef de quartier, lui, en personne, il a pris les procès-verbaux, il est parti jusqu'à la commune. Arrivé là-bas, on lui a cherché avec les procès-verbaux. On lui a dit, c'est pas lui qui devrait envoyer ça. Donc, il s'est retourné au quartier, il nous a appelé vers les 23 heures passées. De venir au bureau de quartier, il ne nous a pas dit même c'est pour ça, il nous a appelé seulement, dit c'est urgent. Nous les présidents, d'autres ont pu arriver, d'autres n'ont pas pu, donc on est venu, dit qu'ils n'ont pas accepté qu'on envoie, qu'on prend ils déposent les procès-verbaux. Il faut que nous les présidents du bureau de vote, on envoie les procès-verbaux. On a dit ok, il n'y a pas de problème. On a pris les procès-verbaux, on a envoyé, mais jusqu'à 6 heures on était là-bas. Et vers les 6 heures on a pu déposer ça. Wow, d'accord. Alors, c'était tout. On va vous laisser. Ok. Merci. Oui, c'était tout. Merci pour votre témoignage. Merci. Aussi, il y avait un point que je devrais souligner. Oui. Hier, parce qu'il nous a payé hier, le chef de quartier, mais il a exigé à chacun d'enlever 20 000 de son salaire, de laisser ça, et ça c'est pour le quartier. L'argent comme par exemple, combien toi tu as reçu? Moi j'étais un président, donc c'était 600 000, il m'a dit d'enlever 20 000 de remettre. Donc les assesseurs qui avaient reçu 350 000, il a soutiré la 20 000. Chacun il soutient 20 000. Que ça c'est l'argent du quartier. Ok, c'est l'argent du quartier, oui. Merci beaucoup, merci mon frère. On a passé de temps. Merci pour ce témoignage. Ah oui, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça et c'est pourquoi il y a trop de bruit à tous les endroits à travers le pays. Et pour les superviseurs du CNOX qui m'écrivaient, ils ont 1 franc. Hein, ils ont fait la supervision. Il faut que je retrouve parce que je n'enregistre pas ces numéros. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est lui ou pas? Non. Il y en a énormément. Ça, c'est d'abord les agents recenseurs aussi, hein, qui courent derrière leur paiement, qui ont saisi, n'est-ce pas, l'inspection générale du travail pour qu'ils soient payés par rapport au contrat, à l'avenant de leur contrat de recensement. C'est pas fait. Et je pense que où allons-nous avec non, c'est extraordinaire. 5800 jeunes. 5800 jeunes qui ont fait le recensement PNRAVEC. 5800. Tous sont en train de courir aujourd'hui derrière le paiement du reliquat de leur salaire. Dûment signé dans un contrat établi entre eux et Digitalis, là, au nom de l'administration, un truc comme ça. Le contrat est là, l'avenant qu'ils ont établi avec eux. Depuis quand? C'est-à-dire, depuis maintenant, depuis combien de temps on a fini, on a clôturé ce recensement-là,
Mais jusqu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas entrés en possession de leur argent. Ils ont fait le contrat avec l'entreprise Digitalis, mais jusque-là, leur salaire n'est pas payé. Et pourtant, le contrat parlait de la prolongation, donc, comme je l'ai dit, il a dit objet, projet d'avenant au contrat d'opérateur. Prolonger la mission du 4 juin 2025 au 20 juin 2025 inclus, après la fin du contrat initial du 3 juin. Toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées. D'accord? Durée 17 jours calendaire. Rémunération, forfait global et définitif 1 581 000. Calcul 17 jours fois 93 000 par jour. 93 000 par jour. Donc, les jeunes là ne sont pas entrés en possession de leur argent là jusqu'à aujourd'hui. Sans parler, comme on est en train de parler du processus. Alors, arrivé là, je ne pouvais pas tout prendre parce qu'il y a énormément d'écrits et je ne les ai pas enregistrés au fur et à mesure que les messages tombent dans WhatsApp. Il y en a qui se retrouvent en bas. Il y a des enregistrements sonores également que je ne peux pas jouer. Et il y a même ceux du Knox. Ah oui, j'ai eu des choses là-bas, c'est ce qui m'a vraiment fait rire. Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver parce qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de messages, beaucoup de messages. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Et ça doit être... Oh non, c'est pas lui. D'accord, on va continuer. Voilà ce que j'avais à dire. S'il y en a donc qui ont des témoignages à faire, je vais vous prendre dans le live, 1-2 minutes, et puis on va continuer comme ça. 2, 3, 4, 5 personnes sur Facebook et sur TikTok, si TikTok accepte, parce que là j'ai vraiment un problème sur TikTok aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi. Alors, vous pouvez demander à être ajouté, je vous prends, vous allez témoigner rapidement. On va continuer, il y a un premier qui est là sur... voilà, qui est sur Facebook. Pourquoi je n'ai pas pu l'ajouter lui? Voilà, maintenant il y a un qui arrive, on va l'écouter. Allô? Ah oui, vous avez un souci de connexion là-bas, hein? Je tente de l'ajouter, mais il y a un souci. Et on va voir une deuxième personne. L'autre, il faut que je l'enlève parce que la connexion n'a pas, sa connexion n'a pas donné. Allô? Ah, malheureusement, lui aussi, sur Facebook, sur la page Facebook, ça ne donne pas. Et franchement, je veux vous prendre, si vous avez des témoignages à faire, ceux qui sont là, qui ont demandé à monter dans le live sur TikTok, si vraiment vous avez des témoignages, vous avez été des acteurs sur la base de ce que vous avez vécu. Oui, faites la demande, Ousmane Sissoko, faites la demande, je vais vous ajouter, faites la demande sur Facebook. Maintenant, on vient sur TikTok, ceux qui ont fait la demande. Je prends un premier sur TikTok. Allô, mon frère? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment ça va? Oui, allô, tu m'entends? Je t'entends, moi. Maintenant, oui. Ça va. Et toi, tu vas bien? Très bien. Vous avez été membre du bureau de vote ou quoi? Qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement? Voilà, moi, j'ai juste quelques témoignages à faire par rapport. Je vous écoute. Non, je n'ai pas été membre de vote. J'étais sur le terrain, donc on supervisait. Ah, maintenant, sur C, il y a eu, en tant que journaliste, sur C, et voilà, sur l'un des bureaux de vote qui était c'est-à-dire à participer et assister au déploiement. Donc, les gens qui ont, donc, dès qu'on avait quitté, ils ont changé ces résultats pour afficher, c'est-à-dire le pourcentage de oui qui avait remporté. Et pourtant, lors du déploiement, c'était le non qui avait remporté. Et au niveau de Kolo Madeo, si c'est pareil. Donc,
j'avais pris le temps de prendre des images. Je vais répéter. Vous avez pris des images? Attention, est-ce que je peux écrire là? Allô? Voilà. Donc, par exemple, dans ce bureau de vote aussi, c'était pareil. Je vois ça affiché. Le 830, le non 155. Oui. Oui, je vous entends. On peut aller. Oui, je vous entends. Sauf qu'il y a trop de bruit autour de vous, en fait. Sinon, je vous entends. Voilà. Donc, c'est le bureau de vote. Et ils ont. Voilà, je disais que, voilà, dans ce bureau de vote, par exemple, dès qu'on a changé, c'est-à-dire, et ils l'ont remplacé par un autre document où ils ont mis le oui 150 et le non 130. Wow. Donc, il y a des vidéos aussi lors du déploiement parce qu'on était là, on avait pris des images, on filmait en même temps qu'ils faisaient les comptes. Donc, voilà, ça, c'est un des témoignages que je pourrais faire. Donc, et de l'autre côté, il y a eu énormément de personnes qui ont appelé, qui veulent même témoigner par rapport à leur paiement et qui n'a toujours pas été fait. Ça déjà, on connaît. Donc, tel qu'à Dixine aujourd'hui, à Dixine, il y a une manifestation à Dixine pour le paiement. Donc, c'est un peu partout comme ça, en Zérekole, à Matoto, à Dixine, voilà. Donc à plusieurs endroits. Et à Yumbaya aussi, c'est pareil, et tant d'autres. D'accord. Merci mon frère. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Voilà, donc c'était ça. Merci. D'accord, vous pouvez me les transmettre. Venez sur ma page Facebook. Vous pouvez me les transmettre sur WhatsApp ou en inbox Messenger. Ok? Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je t'envoie ça sur WhatsApp. Merci beaucoup, ça fera plaisir. Oui, monsieur? Ok, moi aussi je suis là pour témoigner. Je suis là pour témoigner concernant une circonscription en Guinée-Bissau. Hein? En Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, je vous écoute. Vous avez été membre du bureau de vote ou vous avez assisté les choses? En Guinée-Bissau, j'étais un observateur. Ok. J'étais un observateur. Ok. Voilà. Je vous écoute. Comme il n'y avait pas d'affluence beaucoup, mais avant ça, en Guinée-Bissau, il y a eu 9800 recensés. 9800 recensés en Guinée-Bissau. Ok. Et ils n'ont amené que 3000. Il y a 9800 recensés. L'ambassade n'a présenté que 3000 cartes électeurs. Ça, c'est le premier élément. 3000 cartes électeurs alors qu'il y a eu 9000 recensés. Le jour du vote. Maintenant, il y a 9800 recensés, je dis. Wow. Dans les 9000, donc, normalement, ceux qui devraient recevoir les cartes d'électeurs, c'est dans les bandes de 6000. C'est dans les 6000 qui avaient l'âge de voter. Ils n'ont amené que 3000 cartes électeurs. D'accord. Oui. Il y a seulement 3000 cartes électeurs qui ont été présentées. Ok. Il y a qui a remporté. Ils ont tout, on a tout calculé, on a tout comptabilisé. Le nom avait remporté devant le oui. Mais ils ont refusé de reporter les résultats dans les procès-verbaux. Quels étaient les chiffres? Donnez-nous les chiffres. Attendez, je vais voir. J'ai même photographié ici. Parfait. J'ai même. Attends. Bon, de quoi il faut me laisser ton WhatsApp. Je te transfère le document. Ok. Ils ont carrément refusé de. Donc, venez m'écrire en privé. Tu me laisses ton WhatsApp. Venez m'écrire en privé. Je vais vous laisser mon WhatsApp. Venez m'écrire en privé. Ils ont catégoriquement refusé
de reporter les résultats dans les procès-verbaux. Wow. Ils se sont dit, bon, allons à l'ambassade là-bas, parce qu'ils avaient cru qu'il allait avoir de la violence. Mais heureusement, il n'y a pas eu de violence, mais il n'y avait pas eu d'affluence. Okay. Parce que si c'est 3000 là, le nombre de votants, c'est 1100 et quelques. Wow. 1100 et quelques. Wow. Parmi les 1100 et quelques, il y a 535 qui étaient pour le oui, et il y avait 540 et quelques qui étaient pour le non. Mais ils ont choisi d'aller dans leur ambassade là-bas pour faire un procès verbal de oui, et même la Conakry. D'accord. C'est-à-dire c'est un scrutin qui est totalement insécurisé. Merci beaucoup pour votre témoignage. Qui a été ouvert, qui a été ouvert pour que toutes les fraudes interviennent. Merci beaucoup. J'ai constaté aussi qu'il n'y avait pas de passe d'émargement. Il n'y en avait pas. On pouvait voter autant qu'on voulait. Okay. Parce que le monsieur voulait que les bulletins qui étaient là-bas, qu'on les coche. Mais il y avait beaucoup qui n'avaient pas accepté. Donc, ils ont dit qu'il est nécessaire de prendre les procès-verbaux et partir à l'ambassade et laisser les bulletins et les caisses là-bas. Wow. Vous voyez? Merci pour ce témoignage. On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre. On va aller rapidement. C'est extraordinaire. Merci pour ce témoignage. On va prendre quelqu'un d'autre pour un autre témoignage. Très rapidement. À vous, messieurs. Est-ce que vous êtes là? Ah oui. On est dans mini-livre. Mini-livre sur Radio Espace. Je vois que sur la page Facebook, j'arrive pas à ajouter. Faites la demande parce que là, ceux qui ont demandé les premiers, j'ai pas pu les ajouter. Ah, il y a ceux qui sont sur TikTok. On va voir. J'ai un souci sur TikTok, mais ça marche petit à petit. C'est extraordinaire. Voilà, faites la demande. Je vais vous ajouter très rapidement. On a commencé à 20h. Peut-être, bon, on va faire 2h ou 2h30. Ça dépend de vous, hein. Voilà. Et c'est peut-être la Conakry. Et on est à 1h46 maintenant de live. Si vous souhaitez qu'on continue, on va continuer. Moi, je suis à vous, mais nous voulons vraiment de la manifestation de la vérité. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Le témoignage sur le oui, justement, je comprends. Je dis, le témoignage, ça sera plutôt à l'endroit. Oui, en fait, il y a un petit décalage entre les deux, mais je vais essayer de répéter. Je dis, le témoignage, ça sera plutôt à l'endroit de nos concitoyens et surtout sur le plan de l'organisationnel concernant cette élection. Moi, à mon avis, à titre personnel, je pense qu'il n'y a pas eu assez de délai pour préparer les citoyens pour ces projets de nouvelle constitution. Donc, l'impréparation. Et pourquoi je dis ça? Voilà, l'impréparation, effectivement. Sinon, je pense que les citoyens tenaient beaucoup à exprimer leur détermination, comment dirais-je, surtout à aller voter. Mais sauf que ils n'ont pas eu beaucoup de temps à se recenser et surtout il y a beaucoup qui témoignent aussi qu'ils n'ont pas reçu leur carte électeur. Et ça pose aussi des problèmes. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient intervenir. Merci mon frère, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, bien avant de prendre, j'ai ajouté un autre là, mais bien avant qu'il ne témoigne, vous pouvez descendre mon frère, bien avant ce témoignage. D'abord sur les chiffres, vous avez vu les chiffres dans la communication des premiers résultats partiels provisoires. S'il vous plaît, il y a trop de bruit, monsieur. Il y a trop de bruit. Attendez, je vais fermer ce micro. Voilà. D'abord, dans la communication des premiers résultats provisoires partiels, les pourcentages, non seulement par rapport au nombre de bureaux de vote qui avaient été dépouillés, dont les voix avaient été comptabilisées, dans la présentation des premiers résultats,
partiel provisoire, il y a eu énormément d'irrégularités, c'est-à-dire les chiffres étaient erronés. Si vous faites le calcul par rapport au taux de pourcentage du nombre de bureaux de vote, vous allez vous rendre compte que c'était complètement faux. D'accord? Au-delà de ça, et le taux de participation qui avait été estimé à plus de 90% par rapport justement aux résultats provisoires partiels, ça aussi c'était complètement faux. D'accord? Au-delà de cet aspect également, sans tenir compte des oui, comment dire, des bulletins, comment on appelle ça, des bulletins nuls, les chiffres qui ont été communiqués entre le oui, le non et le bulletin nul, il y a eu un décalage, il y a eu un rajout de plus de 100 000 électeurs. Une différence de plus de 100 000 électeurs. Oui, il y a mon frère Ansou Damaro qui est là. Damaro, comment ça va? Allô? Oui, bonsoir mon frère. Comment ça va? Ça va, je vais bien là. D'accord. Il y a plus d'élections. Voilà. Le seul ceux qui ont fait le coup de là, le 15 mandat, je crois qu'il n'y avait personne en face du CNRD, il n'y avait personne autour de la table. Et ils ont fait comme ils voulaient. Parce que c'est tout qui évitait qu'il y ait des discussions de même pour dire cette constitution a été contestée. Il a fait comme il voulait. Il y a des images que nous avons publiées. Je crois qu'ils étaient intelligents. Et ils n'aimeraient pas commenter les chiffres qu'ils ont avancés comme les chiffres provisoires. Rien n'a été correct après. Pas d'engouement. Personne, les gens qui ne sont pas sortis. Beaucoup n'ont pas reçu des cartes. Il y a eu plusieurs vidéos. Mais moi, je me pose la question. Comment se fait des élections? Il y a eu des élections dans ce pays où il y avait même l'engouement, l'UAPG, le RPG. Et on voit des gens partout. On a surtout ces élections. On nous dit qu'il y a plus de 6 000. Non, mais c'est ridicule. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de légitimer. Pour qui ils sont en train de légitimer. Et c'est que les je ne sais pas, en tout cas, je sais de l'expérience qui sont en train de préparer pour ce pays. Merci. Pour moi, c'est l'histoire de M. Merci beaucoup, M. Damaro, pour cette prise de parole. Merci pour ce témoignage. Nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre et on se reprendra peut-être à une autre occasion, si Dieu le veut bien. Il y a une autre personne à qui nous allons aussi donner la parole pour son témoignage. On va continuer avec lui. Oui, monsieur, comment ça va? Pour son témoignage, on va continuer. Comment ça va? S'il vous plaît? Oui, bonsoir Babila. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, monsieur Babila. Trop de bruit autour de vous. Bonsoir et je vous écoute, s'il vous plaît. Vous me recevez? Baissez le volume qui est à côté. Je vous reçois très bien, mais il y a un bruit énorme. Baissez le son de la télé, s'il vous plaît. Baissez le son de la télé. Je vous écoute. Vous avez l'antenne, je vous écoute par rapport à votre témoignage, s'il vous plaît. Oui, je vais bien, et toi? Je vous écoute par rapport à votre témoignage, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Comme il pleut chez moi, c'est à cause de ça. Oh, il y a un souci. Vous me recevez? Bon, par rapport à moi, mon témoignage. Oui, je vous reçois très bien. Ok. Donc, par rapport à moi, mon témoignage, par rapport à l'élection, moi, je dis que CNRD a échoué. Parce que moi-même, précisément, moi, je suis à Cancan. Donc, j'ai été un président de bureau de vote vers les Burkina. Donc, j'ai supervisé un bureau de vote. Ne donne pas de précision. Franchement,
Vous dites? Je dis, ne donnez pas de précisions sur votre bureau de vote, en fait, ou le centre de vote, mais dites-nous ce qui s'est réellement passé en tant que membre du bureau de vote ou président du bureau de vote à Cancan. Oui. Il n'y avait pas eu d'engouement, il n'y avait pas eu trop de monde, et puis aussi il y a eu de tricherie. Wow. On a imposé à des membres du bureau de vote de donner des résultats qui n'en vaut pas l'appel. Les vrais résultats n'ont pas été publiés. Wow. Et les résultats ont été publiés. C'est-à-dire certains présidents ont même leurs résultats actuellement et ils ont présenté le résultat au peuple guinéen. C'est pour dire que le résultat qu'ils ont donné, c'est pour leurs résultats. C'est pas pour le peuple. C'est pas la voix des urnes, qu'il faut dire. Les militaires là. Voilà. Voilà, par la voix des populations. Il y a eu beaucoup de noms. Moi, j'ai parlé avec certains membres des bureaux, là où il y a eu des bureaux qui ont eu 150 noms dans un bureau de vote. Ils ont diminué et dire que c'est si. C'est-à-dire que le récent, ça là même, ça a été très boycotté à Cancan. À Cancan même, il y a eu trop de noms, il y a eu des bulletins nuls, il n'y a pas eu de sensibilisation, les gens ne savent pas comment voter. Donc tout ça, pour moi quand même, les militaires là ne peuvent pas gérer le pays. Ils ne sont même pas bons. Voilà, le CNRD, moi, mais c'est pourquoi moi je le dis souvent, c'est pas l'armée guinéenne, c'est le CNRD, ça se résume à ça en fait. Parce que je sais que toute l'armée même ne se reconnaît pas dans ce qui est en train de se passer, c'est le CNRD. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, moi, dans toutes mes communications, j'ai dit le CNRD, parce que ça c'est différent de l'armée guinéenne, ça c'est différent franchement des autres militaires. C'est le CNRD, c'est un groupe de personnes, voilà. Merci en tout cas pour votre témoignage, merci beaucoup. Voilà, on va prendre 30 minutes, sauf si vous me réquisitionnez. Hein. Voilà. Moi, quand même, oui. Au niveau, en fait, voilà, moi je suis là, le réseau n'est pas tellement stable, sinon j'ai beaucoup de choses à dire, mais d'accord. Je vous promets de vous revenir dans un autre live, parce que là où je suis là, il pleut ici très fortement. Merci. Ok, merci mon frère, merci pour ce témoignage. Moi, je vous laisse. Bien sûr, à tous ceux qui nous suivent du côté de Nabaya, la ville de Ndembalfa Kabine Kaba, et Cheikh Fantamadi Chérif Karamose Kouba, l'unique Waliou que Dieu a donné à cette ville sainte de Nabaya, au-delà. Contrairement, n'est-ce pas, à ceux qui font dans le Tentamar, sans connaissance spirituelle, sans connaissance religieuse et sans valeur morale pour se prévaloir ou pour prétendre être waliou. Oui, monsieur, à vous, bonsoir. 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 Oui, votre témoignage, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Très bien, votre témoignage. Bonsoir. Ouais, c'est... En fait, je suis votre intervention. Je sais que ce que vous êtes en train de dire est une vérité absolue parce que ce que j'ai constaté lors de ces votes, réellement, par exemple, pour ça, c'est parce que moi j'ai passé l'élection pour ça, c'était grave. Okay. Parce que les procès-verbaux n'étaient même pas présents lors des votes. Il a fallu que les votes finissent et que les gens rentrent, qu'ils remplissent les procès-verbaux. J'ai été témoin et j'ai appelé partout, j'ai appelé, c'était comme ça. Les amis m'ont dit que c'était comme ça. Wow. Parce que moi, ils m'ont dit d'être membre de fermez vos micros, s'il vous plaît. On vous a dit d'être membre de je ne sais pas d'autres lieux, mais à Kouroussa. Alors, vous comprenez un peu? Oui, je vous comprends. À Kouroussa, c'était comme ça quand même. À Kouroussa, donc, il y a eu assez d'irrégularités, c'est ça? Voilà. Vous pouvez vous éloigner du bruit là, s'il vous plaît. Les procès-verbaux Wow. Ah donc,
Donc, ils ont attendu que tous les gens qui sont venus là, je crois qu'il faut leur demander de couper les micros. S'il vous plaît, ceux qui ont les micros ouverts là, il faut les fermer, s'il vous plaît. Parce que là, la j'ai un souci. Je comprends très bien. Voilà, vous comprenez, on ne peut pas appeler ça élection. On peut garder les procès-verbaux. J'ai été témoin. Ok. En fait, je vais vous dire une chose. Lors de l'élection, j'ai constaté que quand les gens venaient, on les accompagnait dans les bureaux. J'ai constaté cela aussi. Ok. On vient, on vous dit, bon, seulement dans l'isoloir, vous êtes avec quelqu'un. Comment peut-on appeler ça l'élection? Ça, c'est pas une élection. Si vous dites, comment peut-on appeler ça l'élection? Ça, vous avez vu ça? Franchement, vous-même, vous avez vu ça. Ce que vous dites, ce que vous dites là, vous-même, ce que vous dites là, vous avez vu ça? Il faut. Oui. D'accord. Ça, c'est à pour ça, hein? J'ai été témoin. Ok, parfait, c'est super. J'ai été témoin, pas parce qu'on m'a raconté. Ok. Wow. Merci. Et parce que c'est pourquoi quand j'ai été, moi-même, oui. Quand ils m'ont dit, quand je suis venu, quand ils m'ont commencé à me poser la question, j'ai dit, moi je ne suis pas, en fait, comme vous pensez, je suis peut-être, vous qui êtes là, je maîtrise mieux l'élection que vous, parce que j'ai été au moins 2 fois, 3 fois président du bureau de vote. Wow. Je maîtrise parfaitement la chose. Donc, toute personne qui me suivra, ça sera la fin du bureau de vote. Pour cela, ils m'ont laissé. Hein. Ils m'ont laissé moi rentrer. Ils disent non, laisse-le, pas partir. Donc, je vois, la chose, elle était mal faite. Ce n'était pas une élection quand même. C'était un bourrage des urnes. C'est ça? C'était ça. Parce que je vous dis, j'ai demandé 1, 2, 3 personnes. Ils ont, bon, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'était à Kouroussa seulement, mais dans la zone de Kouroussa, partout où j'ai eu l'information, les procès-verbaux n'étaient pas présents. Dans les localités également où des bureaux ont été fermés à 15 heures, pour ça fait partie. Parce que j'ai eu des témoignages, pour ça fait partie, il y a des bureaux de vote qui ont fermé à 15 heures. Merci pour votre témoignage, mon frère. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Comme ça, vous pouvez descendre. Merci à vous aussi. Ok. Véritologue, vous avez la parole rapidement. Oui, salut. Comment ça va? J'espère que c'est... Comment ça va? Oui, je vous écoute. Ceux qui sont sur Facebook, j'espère que vous écoutez. J'espère que vous entendez hein, ceux qui parlent. Parce que sur Facebook, je n'arrive pas à prendre les gens, à faire monter les gens, mais je pense que vous les entendez. Si vous les entendez, faites-moi signe sur comment dire, dans le commentaire. Oui, mon frère, je vous écoute. Alors, merci d'abord pour cet accueil. D'abord, c'est un plaisir de témoigner parce que moi aussi j'ai voté, effectivement. J'avais quand même un petit fait rétropédalage. Le jour où je suis allé retirer ma carte d'électeur en mettant une constitution et puis plus une casquette où c'est écrit oui. Mais sans même me demander si je suis pour oui ou bien pour non. C'est là où forcément, si vous voulez, la première corruption a commencé. Donc on t'a donné ta carte d'électeur et on t'a donné une casquette. Plus, casquette plus la casquette de oui. Oui, plus aussi une constitution. Oui, une casquette de oui. Donc ça, c'était pour nous dire réellement que vous devez forcément voter oui ou bien non. Ou bien non. Maintenant, moi j'ai pris le jour donc, du vote du dimanche, je suis allé pour voter, mais j'avoue sincèrement que... Parce qu'il n'y a même pas de représentant pour dire non, est-ce qu'on va mettre un représentant de l'opposition ou bien quoi que ce soit. J'ai trouvé que les gens qui représentaient le pouvoir en place, donc ça veut dire que quand vous venez, heureusement peut-être moi quand j'ai voté non, mais quand vous venez seulement, vous regardez, et puis ils sont là à vous surveiller de façon vraiment, je ne sais pas quoi. C'est comme si après les élections, ils allaient revoir partout où on a mis les noms, c'est eux qui vont remplir la promesse. Ça veut identifier. Vous voyez un peu comment ça marche. Il n'y a pas de contrôle. Voilà. Vous voyez un peu. Donc ça devient, c'est même pas une élection ça, parce que moi j'ai participé à l'élection de 2010. J'étais président du bureau de vote quelque part. Mais j'avoue sincèrement que l'élection de ce référendum constitutionnel là n'a rien à voir avec, c'est que n'a rien à voir avec une élection sérieuse, sincèrement. Ça, je peux dire que c'est une des victoires, en tout cas de l'opposition si vous voulez, de la société civile. Parce que le taux d'abstinence
le taux d'abstinence a été beaucoup plus élevé par rapport à ceux qui ont voté, quoi. Et même ceux qui ont voté non aussi. Ils pouvaient être au-dessus de ceux qui ont voté oui. Donc, c'est vraiment je peux dire que c'est un fiasco. C'est un véritable fiasco. En tout cas, là, au moins, quand j'ai voté, parce que je ne vais pas vous donner ici le nom de la ville, vu que déjà aussi nous sommes dans le même combat. Voilà, je ne vais pas vous donner, mais je ne suis pas non plus à dîner aussi. Mais j'avoue sincèrement que c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Ça n'a pas du tout été un vote sérieux, quoi. Ça n'a pas été une élection sérieuse. Donc, vraiment, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Merci pour ce témoignage. C'est un recul démocratique. Voilà. Merci beaucoup. Moi, écoutez, l'autre aussi qui est là, voilà. Ouvrez votre micro. Jack, ah oui, mon frère. Mon frère, ouvrez votre micro et puis vous prenez la parole. L'antenne est à vous. Jack. Bonsoir. Comment ça va? Keta. Bonsoir, jeune frère. Comment ça va, mon frère? Très bien, chez vous. Je vous écoute rapidement. Ouais, je vais à merveille aussi, par la grâce d'Allah. Dieu merci, ça fait longtemps, hein? En fait, franchement, frère, ça fait longtemps. Je te suis chaque fois, surtout même l'autre fois, là, je parlais de ça par rapport à un sujet que vous avez touché, Kankan, la sœur. Ok, bon, on vient à l'actualité. Vous allez revenir à nous. Venons-en à l'actualité. Au fait, par rapport à cette élection, moi, je ne pourrais pas dire que ça a été une élection. Je peux juste, ça a été seulement une gabegie financière. Wow. Donc, cela a été la lutte, cela a été un slogan pour eux-mêmes lors de la prise du pouvoir. Parce que j'ai suivi le discours dont lui-même il a signalé ça, que c'est l'une des causes qui lui a poussé à faire ces coups d'État. Et aujourd'hui, on assiste, cela veut dire à 90% de ce que lui est en train de faire comme gabegie financière. Moi, j'ai constaté dans certains bureaux de vote, mon frère, il y avait des vieilles là-bas qui ne sait même pas ce que cela veut dire. Je ne sais même pas si on est parti ramasser, cela veut dire une famille bas. Parce que j'ai assisté ça, moi j'ai assisté à certaines choses, c'était des familles presque en dans un bureau de vote. Et le lendemain matin, le lundi matin, j'étais arrêté devant ma cour, j'ai vu encore un président du bureau avec l'urne à la main le matin, vers les 7 h du matin. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est un vote? Le lendemain du vote. Il a passé la nuit chez lui. Le lendemain du vote, mon frère. Comment nous puissions analyser ça et réellement qu'on a assisté à un vote? Cela veut dire, on me faire voter et j'ai voté fondeur, quoi. Si on a fait voter les gens, mais les gens n'ont pas voté. On a fait juste voter les gens, mon frère. D'accord. Merci pour ce témoignage. Moi, qu'est-ce que moi je sienne ici? C'est seulement la jeunesse, quoi, la jeunesse guinéenne. Oui. Moi, quand même, je lance un appel solennel à la jeunesse guinéenne de faire une prise de conscience. On vient d'assister à un cas comme ça là, au Congo, avec le ministre Katumba. Il faut voir un simple ministre. Il a posé des jalons. Malgré ça, on voulait créer des problèmes. Mais il faut voir la manifestation, il faut voir la motivation de la jeunesse congolaise par rapport à ces jugements. Il faut que la Guinée, à un certain moment maintenant, que nous les jeunes, qu'on fait une prise de conscience, franchement, a dit à une certaine chose non. Mais ici, je ne sais pas pourquoi on voit des choses en réalité en face, par contre encore on accepte. Donc c'était un peu, c'est pas ma solution, c'est que j'ai assisté parce que ça n'a pas été un vote. Franchement, ça a été juste quelque chose de gabegie financière. On a financé inutilement. Merci. Franchement. Merci. Alors, oui, monsieur, vous qui êtes là encore, oui, je vous écoute. Ah, il est descendu. Il y a un autre qui est là, on va l'écouter. J'ai un souci à faire monter les gens. Désolé, hein. Je vous écoute, vous aussi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'accord. Moi, vraiment, bonsoir, c'est votre, ça n'a pas été à la hauteur. Moi, j'ai un cas installé ici à Kankan, je te le dis, monsieur Babila. Oui. Dans le bureau dont moi j'ai voté,
c'est la première fois que je vois ça en Guinée. J'ai voté, j'ai dit avec le crayon. J'ai dit avec le crayon, hein. Ça, franchement, dit par là. Voter avec le crayon. Avec crayon. C'est pas possible. J'ai dit, c'est la première fois en Guinée. Hein. Wow. Je te le jure. Hein. Vous entendez? Voter avec crayon. J'ai dit, j'ai voté avec crayon. Je voulais prendre l'image, mais on m'en a empêché. Tu vois? Mais j'ai demandé, mais j'ai dit, mais dans les autres bureaux, il y a des feutres ou soit des bics. Donc, je sais pas, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à voter, mais c'est la première fois que je vois dans un bureau de vote qu'on vote avec le crayon. C'est incroyable. Et j'aurais appris encore, et au moment des décomptes, il y a tous les bulletins gris, c'est-à-dire tous les bulletins gris, les gens qui n'ont pas venu, qui n'ont pas voté, ils ont pris tous les bulletins là, c'est-à-dire mis au compte des pactes, des CNRD. Ensuite encore, et ils ont obligé les gens, franchement, avec crayon. Et moi, je vais dire à ceux qui a été avec le crayon, je crois après notre absence, ça a été effacé. Ça peut être effacé. Ça, c'est sûr. Et même de l'autre côté. Ça, c'est sûr. Hein? Mais franchement, moi, le pays, ça m'inquiète. Merci. Ça m'inquiète, nous les jeunes, ça m'inquiète. Merci pour votre merci vraiment. On ne peut pas s'en sortir. Ouais. On ne peut pas s'en sortir. Dans ces conditions comme ça, c'est pas possible. Le pays là, c'est pas facile. Les gens n'aiment pas, surtout, ne l'aiment pas, même le président en question, mais tout le monde veut en profiter. Tout le monde veut manger quelque chose dedans. Tout le monde veut s'en dedans. Même si. Personne ne veut dire la vérité. Personne ne veut dire la vérité. Chacun défend ses intérêts, quelles que soient les conséquences pour le pays. Se faire aimer par le président, terminé. Des menteurs. C'est pourquoi j'ai fait un article. J'ai vu des gens. Vous savez aussi, ils ont fait ce. Attends, je vais placer ce mot-là. J'ai fait un article sur ce qui s'est passé, la déception du président lui-même après le vote. Et j'ai vu des fourbes s'agiter et raconter des choses. Mais Dieu merci, moi je ne suis pas au même niveau d'information qu'eux. Je suis largement au-dessus d'eux en termes d'information. Ce qui se passe, moi je ne suis pas quelqu'un qui invente et qui s'assoit pour faire de la fiction. Ce sont des faits qui m'ont été rapportés par des gens qui sont dignes de confiance et qui ont assisté réellement à au scénario qui avait été décrit dans cet article-là. Et donc, libre à vous de croire ou pas, mais la conscience est tranquille. La conscience est tranquille et la foi aussi, elle est libre. Elle est libre justement parce que je sais que ce que je dis, ce n'est pas inventé, c'est une vérité. Et voilà quoi, je tenais à placer ce mot-là. Oui, mon frère. Vous savez aussi, ils ont fait sortir les gens ici à Kanka 2 fois dans campagne, parce qu'ils ont fait sortir pour la première fois le mercredi, ça n'a pas marché. Et vous savez aussi pourquoi ça n'a pas marché? Non. Ils ont déployé, j'ai repris dans les jeunes dans la ville de Kanka ici, parce que moi je suis à Kanka. Ils ont donné, je crois, 5 milliards. Ils fait distribuer à tous les grains de Kanka. Les grains. De faire sortir. Et pour avoir une question, puis c'est la question, quand les milliards, l'argent n'a pas été donné à les chefs de guerre, donc le président a vu l'image, il n'était pas content. Donc ils étaient obligés encore de refaire sortir les gens le mercredi qui suit. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai. Je vois que moi, franchement. Merci mon frère, on va prendre un autre. Je vous suis très bien. Merci beaucoup. On prend un autre. Merci pour votre témoignage.